Club pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de psychologie du sport avec une invitée avec qui je suis extrêmement contente de pouvoir partager ce moment parce que j'ai 1000 questions. D'ailleurs, j'ai dû faire un grand tri dans mes questions. C'est un sujet qui me tenait à cœur, que j'ai cherché depuis le début. Parce que moi, je suis la première à avoir zéro confiance en moi et d'avoir eu pendant longtemps un mental vraiment bancal. J'ai beaucoup travaillé dessus, mais j'ai hâte d'apprendre plein de choses pour avoir le mental le plus fort possible maintenant et pouvoir encore me dépasser parce que mon mental me joue énormément de tours et j'en ai marre. Donc voilà, cet épisode, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi aujourd'hui, clairement. Petit moment égoïste. Je rappelle, bien sûr, comme d'habitude, que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est des informations générales. Chaque personne est unique. Moi, je suis là pour vous donner le contact de certaines personnes qui pourront vous aider. Mais quand on parle de santé, de bien-être, de physique, chacun est différent. Donc, on doit vraiment faire des soins spécialisés. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis avec Ophélie Schneider. Bonjour à toi. Merci d'être venue. Bonjour. Très contente. Je suis très contente d'être là, donc c'est cool. Oui. Aussi, ouais, ici, on a une petite discussion toute entre filles aujourd'hui et ça, j'en suis vraiment extrêmement contente. Très contente, les gars, que vous soyez venus avant, mais je suis très contente qu'il y ait des femmes maintenant. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je te connais un petit peu, on s'était vu une fois, mais je fais exprès aussi un peu de pas trop regarder, comme ça, je peux découvrir en même temps. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Ophélie Schneider et je travaille comme psychologue du sport depuis environ une dizaine d'années. Moi, j'ai fait mon lien avec le sport, c'est la danse. Donc, j'ai fait de très nombreuses années de danse, vraiment de nombreuses années. On l'adore. On adore. Ouais. Et puis, voilà, j'ai toujours aimé le sport. J'aime regarder le sport, j'aime suivre le sport, j'aime tout ce qui concerne le sport et tout ce qui s'y joue. Et puis après mes études de psychologie, alors j'ai fait plein de choses différentes, rien à voir avec la spécialisation dans le sport, parce qu'il n'y avait pas tellement de formation en fait continue. Oui, en allemand. Mais mon niveau d'allemand. Mais vu que tu as dit qu'on n'aimait pas trop l'allemand avant. Ouais, c'était pas, disons, ma langue où j'étais très à l'aise et je ne me voyais pas étudier en allemand. Ouais. Alors voilà, du coup, j'ai fait plein de choses jusqu'à ce que je rencontre le directeur du Centre Sport-Études à Lausanne sur un événement où on a sympathisé et puis il était intéressé surtout par mon expérience avec les adolescents. Ok. Et pas forcément mon intérêt pour le sport, mais enfin voilà, du coup, on a construit... on a créé un poste et puis c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à côtoyer des athlètes d'élite parce que c'est tous des jeunes sportifs qui ont entre 15 et 20 ans qui vivent là-bas, qui sont choisis par les clubs sportifs ou les fédés sportifs, qui s'entraînent à Lausanne, qui viennent des fois de loin et qui du coup étudient ou font un apprentissage à Lausanne parce qu'ils doivent... C'est sport-études, quoi. Ils peuvent pas faire que du sport. Oui. Ah mince, je pense qu'il y en a plein qui aimeraient bien faire que du sport. Ouais, mais non, parce que voilà, la formation à côté, c'est extrêmement important, surtout en Suisse. Ah, mais je savais pas qu'on pouvait faire avec l'apprentissage maintenant. Oui, le directeur du centre, M. Jean-Marc Gerber d'ailleurs, il a pu mettre en place maintenant un partenariat avec une quarantaine d'entreprises qui prennent des apprentis qui font du sport de haut niveau. Donc c'est chouette aussi pour pouvoir favoriser justement ce lien entre le sport et le monde du travail, parce que finalement ils ont plein de qualités, les sportifs qui sont bénéfiques pour le travail. Oui, je trouve que ça c'est chouette. Ouais, puis l'apprentissage maintenant c'est des chouettes formations. Il n'y a pas que le gymnase, il n'y a pas que les études, ça correspond pas forcément à tout le monde, donc ça c'est cool. Et puis c'est comme ça que j'ai appris en fait à finalement, j'ai plutôt écouté leurs besoins, que j'avais pas forcément des choses à leur dire, mais c'est plutôt en écoutant leurs besoins que je suis allée me renseigner, lire des choses, des études, des bouquins sur le mental, qu'est-ce que c'est, comment on fait, puis que je leur proposais un petit peu, c'était un peu du donnant-donnant, si je peux dire ça comme ça. Et puis après, il s'est ouvert une formation en fait en psychologie du sport, un DAS, à l'Université de Lausanne en 2017. Ah, c'est tard. Ouais. Ok.
Et du coup, j'ai fait partie de la première volée. Enfin, c'est tard dans le sens d'avoir créé la psychologie du sport. Voilà. J'aurais pensé que ça aurait été vraiment avant. Non. Parce qu'en Suisse, on est quand même un pays où il y a le hockey, il y a plein de, le ski, il y a plein de sports. Enfin, c'est un pays sportif, donc c'est étonnant que ça soit venu qu'après. Voilà, après, ça a toujours, c'est toujours un peu le... Comment dire, la limite ou de l'aspect psychologique et mental qui a toujours été un peu... ça freine, c'est pas, on n'en parle pas trop, puis finalement, qu'est-ce que c'est Et puis voilà, là, maintenant, on a évolué, heureusement, mais il y a encore beaucoup de travail. Hein. C'est pas encore tout à fait ça. Ouais. Il y a des pays qui sont plus avancés que la Suisse dans le... Quel pays, par exemple? Les pays du Nord? Non, même pas. J'aurais pensé, je sais pas, la Suède. J'ai l'impression qu'ils sont forts dans tout, la Suède. Non, mais disons surtout le Canada, mais même la France... Enfin voilà, l'Australie, enfin il y a l'Australie. C'est mon pays de cœur. J'ai vraiment envie d'aller, donc... Mais... Donc voilà, du coup j'ai fait ce DAS, j'ai obtenu le diplôme et donc après ça pouvait avoir une reconnaissance par la Fédération suisse des psychologues comme spécialisation en psychologie du sport que j'ai obtenue en 2020. Puis voilà, petit à petit à côté de mon emploi au Centre Sport-Études, j'ai créé aussi ma consultation d'indépendante. C'est ça qui nous intéresse. Où je reçois aussi d'autres sportifs, des jeunes, des adultes, des sportifs d'élite, des amateurs. Ouais, c'est ça. Ça peut être aussi des gens comme nous qui essayons d'être à fond dans le sport, mais qu'on n'arrive pas. Ok. Oui. Puis voilà, après, je fais plein de formations annexes de respiration, relaxation, méditation, hypnose, enfin tous ces outils qui sont très utiles. Ouais. Et tu reçois aussi, tu as dit, on parlait juste avant en micro, des entraîneurs aussi, parce que souvent on pense que psychologie du sport, c'est pour les athlètes, mais en fait, ça peut être aussi pour... Ouais, ça peut. Alors après, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, ça peut aussi. Parce qu'il y a eux, ils ont aussi des formations, je pense, psychologiques aussi. Oui, ils ont des cours sur les aspects psychologiques dans la performance. Ouais, ok. Pour être sensibilisé à certains aspects. Ah ouais, je pense, parce que c'est quand même une grande partie... c'est pas tout... Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de... Oui, il faut que ça soit une remise en question. Il y a beaucoup de travail encore. Ok, bon voilà. Mais du coup, qu'est-ce que la grande partie de ton travail, qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que vraiment la psychologie du sport, si tu devais définir ton métier, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en essayant de résumer, mais ouais. Déjà, la psychologie du sport, c'est c'est un métier scientifique dans le sens où on étudie des comportements, on fait des études, on mesure des choses, et puis après on fait des hypothèses et on se base sur des évidences scientifiques, au même titre que la médecine ou des choses comme ça. Ouais. Puis ça, je pense que c'est assez important que en fonction de justement des études qui disent que en général le stress provoque telle réaction, telle chose, etc. Après, on regarde, qu'est-ce qui fonctionne, que ce type d'approche a bien marché chez tout un groupe, que ceux qui n'ont pas bénéficié de la technique, c'est ça à la base. Alors moi, je fais pas de la recherche, mais à la base, la psychologie du sport, c'est basé sur des évidences scientifiques pour comprendre comment... quel comportement, quelle réaction on peut avoir face à certains événements et puis comment améliorer modifier certains comportements pour obtenir d'autres résultats. Puis après, il y a, quand on parle de psychologie, on parle forcément, je fais simple, mais on parle forcément de ce qui se passe dans l'esprit, dans la tête. Ouais. Et puis que du coup, évidemment qu'il peut y avoir des comportements, des réactions, des sensations, des émotions qui sont parfois difficiles, mais ok. Puis après, il peut y avoir différents degrés de problématiques jusqu'à la maladie. Ouais.
des troubles psychiatriques comme, je sais pas, un trouble alimentaire, une dépression, un trouble anxieux, enfin des choses comme ça. Donc en fait, du moment qu'on part de cette idée-là et puis qu'on sait qu'un sportif est un être humain, il est confronté à des émotions, des comportements, une histoire et potentiellement des problématiques simples à complexes, voire... Parce qu'on parle souvent de mental, qu'il y a plein de... Quand tu es dans une compétition ou comme ça, souvent, il y a la force physique, mais on dit tout le temps, au bout d'un moment, tu passes dans le mental et c'est que mental. Enfin, pas que mental, mais le mental fait énormément sur les performances physiques. Du coup, toi, tu travailles aussi un peu sur ça, dans le point de vue motivation. Bien sûr. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la psychologie du sport, c'est pas juste de la préparation mentale, c'est qu'il y a tout un aspect aussi de la santé psychique qui est de la santé mentale, qui est aussi présente, peut-être en comparaison à des personnes qui sont formées en préparation mentale. Donc, il y a tout ça dans la psychologie, puis qu'il y a certains athlètes, certaines situations qui nécessitent vraiment d'y faire très attention et voire de les déléguer, de les amener à consulter des médecins et puis de faire des psychothérapies, peut-être certains de prendre de la médication, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça englobe tout ça. Tout ça, ok, ouais. Donc, du coup, dans mes consultations, dans mon travail, il y a des demandes en lien avec la confiance, le stress, les contre-performances, une démotivation, des blessures qui fait qu'on arrive moins à performer, qu'on fait des mauvaises compétitions, qu'on n'a plus envie, qu'on se pose des questions, etc. Puis là, on est dans tout ce registre de la préparation mentale. Et puis après, il peut y avoir des situations où c'est un petit peu plus compliqué. Puis on part vraiment de la santé, ou parfois il faut peut-être s'arrêter un moment. Puis on collabore du coup avec le réseau de l'athlète. Enfin, ça comporte un peu tout ça. C'est tellement, le sport, c'est tellement exigeant. Je trouve, nous, on a fait de la danse, nous trois, avec Déborah aussi. Donc, on sait, je trouve que ça apporte... C'est un sport qui est exigeant. C'est entre, pour moi, l'art et le sport. Mais si on veut, je pense, être un athlète, on ne se rend pas compte de tous les sacrifices qu'on doit faire. Moi, j'ai été en sport-études pendant un temps. Enfin, maintenant, je suis dans la case plutôt amateur, semi-pro. Puis, je dois dealer avec ma gestion de mon temps de tous les jours. Et puis, on doit avoir une exigence folle. Et je pense que ça se passe, comme tu dis, beaucoup dans la tête. C'est pas que sur le moment présent, mais c'est comment se préparer, comment gérer son temps. Et ça, c'est compliqué. Donc, comment... Est-ce que des fois, tu as ce cas de personnes qui savent pas comment bien gérer leur temps quand ils sont en semi-professionnel ou amateur? Tu vois, comment est-ce qu'on arrive à avoir le cadre, comme tu dis, parce que nous, on n'a pas tous les aides autour d'un psy ou de toute cette panoplie. Comment est-ce que les gens qui sont amateurs ou pas dans une structure professionnelle, ils arrivent à avoir accès à ça? Bon, cette question était très compliquée. J'ai mis un grand moment à y arriver. Mais voilà. Après, ça dépend, je pense, de l'âge aussi de l'athlète. Parce que chez les jeunes, effectivement, ils ont vraiment cette double formation. Où là, je pense qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, mais l'entourage, le milieu familial et comment ils sont soutenus par les parents, le cadre que les parents mettent à la maison, la personnalité de l'athlète, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui sont très, très organisés, très disciplinés, et c'est OK, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Pas besoin de faire beaucoup, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc, du coup... ça va beaucoup dépendre de ce qu'ils ont autour. Puis, il y a des milieux familiaux qui sont très favorisants et d'autres pas du tout. Donc, je pense que ça, c'est une chose. Et puis, il faut vraiment faire des plannings. Enfin, en tout cas, par exemple, les jeunes avec lesquels je travaille en sport-études, ils ont un planning chaque semaine où c'est écrit vraiment à chaque heure s'ils sont en train d'étudier à l'école, s'ils sont en train de réviser et s'ils révisent
quoi, pendant combien de temps, s'ils sont en train de manger, s'ils sont en train de dormir ou s'ils sont à la exigeant, maison. C'est ça que je dis, c'est tellement exigeant. Oui, mais ça, moi j'adore. Autrement. Ouais, et puis comme on disait avant quand on parlait, je sais plus de quoi on parle au début, mais typiquement moi dans mon travail, je suis dans le marketing et tout ça, mais dans tous mes CV, j'ai toujours mis la danse, ça m'a appris la rigueur. C'est vraiment un truc où je sais que le sport dans ma vie de tous les jours, ça m'a tellement aidé. Ouais. Et ça, c'est une chance, je pense aussi. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait faire du sport parce que ça t'apprend tellement de choses d'un point de vue, justement, rigueur, consistance, ouverture d'esprit, repousser ses limites. Ça, c'est super. Ouais. Mais attends, j'avais une autre question. Après, il y a pour les adultes, il y a un peu il y a les sports majeurs, comme le foot et le hockey. Ouais. Où voilà, la plupart, ils font que le foot et le hockey. Ouais. Bon, il y en a certains, ils étudient à côté, ou ils font l'uni à distance, ou ils ont un petit emploi. Mais voilà, disons que vu qu'ils peuvent vivre de ça, puis que c'est des sports professionnels, disons que l'organisation, elle devient un tout petit peu plus facile. Ouais. Pour les autres, les sports mineurs, comme on dit, c'est clair qu'ils doivent tous travailler à côté pour gagner leur vie. Donc, ça demande... je ne sais pas si ça demande une organisation difficile, mais ça demande surtout une écoute de soi et vraiment un respect des temps de pause, des temps de récupération... parce que sinon, on peut vite être grillé dans la saison. Hein. Ça devient compliqué quand même. Donc après, ils choisissent peut-être des métiers qui sont peut-être moins demandeurs. Ah ouais. Pas comme moi qui fait un métier qui est tellement demandeur pour moi et qui suis à fond tout le temps. Je suis dans l'événementiel aussi, donc ça me demande tellement. Et puis à côté, j'essaie toujours de danser un maximum, plus maintenant de faire d'autres sports pour me maintenir. Et puis c'est dur. C'est dur parce que j'arrive pas non plus au point de vue quand je parlais de gestion du temps, c'est aussi dans tout ça, j'ai les entraînements le soir, plus je dois caler ma famille, mes amis, du temps de repos. Et puis souvent j'ai pas de temps de repos. Non, j'essaie vraiment de m'écouter depuis 2 ans, mais t'inquiète aussi. Mais c'est vrai, c'est hyper dur. Parce que du coup, les temps de repos, je me sens égoïste de pas dire désolé, j'ai envie de rien faire parce que j'ai été trop sollicitée. Donc tu vois des gens. Ça, je pense que c'est le plus dur, le temps de repos. Ouais. Mais toi, t'as parlé beaucoup la récupération. J'y viens. Ouais, c'est ça. Tu parles aussi de ça sur ton site. Alors, il y a tous les sujets que je trouvais super intéressants. Puis le dernier récupération... Le site est très vieux. Hein, mais très bien. Ah bon? Ouais, j'ai trouvé très bien. Okay. Je sais pas si les gens doivent aller voir mon site, mais bref, je l'ai pas refait depuis je sais pas combien d'années, donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a dessus. Très bien. Mais tu parles... Il y avait juste un petit onglet récupération. Ok. Donc, comment tu interviens dans la récupération avec la psychologie du sport? Comment résumer ça? Je sais pas par quoi commencer. Si on pense que la performance, c'est du rendement pour obtenir un résultat, puis que le bien-être, c'est une écoute c'est un état apaisé du corps et de l'esprit. Avec du plaisir, hein. On est bien avec son corps et son esprit. C'est apaisé. Ouais. Puis là-dedans, il y a le système nerveux. Parce que c'est lui qui... Est-ce que c'est que lui? Mais oui. Qui régule, en fait... on a le système nerveux sympathique, parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui nous active. OK, qui nous fait faire des choses, qui nous fait réagir, qui nous fait actif. Ouais. Puis le parasympathique, c'est celui qui nous calme. Ah ouais, moi, celui-là n'est pas très actif. Bon. Donc, en fait, on est tous soumis à des stresseurs et à du stress tous les jours. Mais on est obligé d'avoir des temps de récup. Ouais. Et si on n'a pas ces temps de récup, au bout d'un moment, mais encore, on est tous différents, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout le monde va réagir comme ça, mais il y a ce risque que
le système nerveux parasympathique, celui qui nous calme, il s'épuise. Donc, il n'y a que le sympathique qui fonctionne. Et puis, du coup, il y a un excès de cortisol dans le corps. Okay. Donc, il y a un épuisement ensuite de l'organisme. Ce qu'on appelle le burn-out. Hein. Okay. C'est un épuisement biologique. Okay. C'est pas une dépression. Ça n'a rien à voir. Okay. Du coup, c'est là où tu peux te blesser. Quelqu'un qui fait un burn-out, il est il peut tout à fait être en bonne santé psychique. Et c'est bien pour ça que quand on traite le burn-out, la personne, elle va être totalement active dans sa guérison. Ok. Parce qu'elle va bien, mais c'est son corps qui est épuisé, parce qu'elle va devoir elle va être active dans sa guérison, ce qui n'est pas du tout la même chose dans la dépression, qui est aussi un problème au niveau des neurotransmetteurs. On n'est pas dans le même... OK ? Donc, et oui, en état de burn-out, on peut, du coup, ça favorise les maladies. Le système immunitaire, il est affaibli, ça c'est clair. Le sentiment, on a une estime de soi qui est basse. On peut se blesser beaucoup plus vite. On est très fatigué. On peut avoir des douleurs physiques inexpliquées, de l'anxiété. Le système cardiaque, le rythme cardiaque qui est toujours élevé comme ça, même au repos. On a des contre-performances. Enfin voilà, c'est... Et tu conseilles quoi quand tu as des personnes comment déjà en amont faire un travail pour ne pas arriver à ce stade-là? Et puis comment est-ce que tu la récupération, des bulles d'air. Ouais. Puis après, si on parle juste du... Il y a tellement de choses à dire. Oui, je sais. D'ailleurs, si on parle juste t'inquiète, parce que moi aussi, j'avais pris des notes. Je pense je lui ai envoyé des questions. J'avais tellement de questions. Et en fait, tout est lié. Et je pouvais pas... Du coup, le début était un peu confus. Mais en fait, c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses. Je vais te booker pendant 1 an, en fait. On va faire ça. Des épisodes pendant 1 an. Une chronique hebdomadaire. Mais il n'y a pas de problème, avec plaisir. Pourquoi pas. Dites-nous en commentaire si vous avez envie. Donc, comment récupérer... En plus... Oui, non, ce que je voulais dire, pardon, c'est qu'il y a si on parle juste du phénomène d'entraînement. Après, je suis pas coach physique, préparateur physique ou physio, voilà. Hein. Mais il y a ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Ça veut dire qu'on a une charge d'entraînement qui vient fatiguer le corps, fatiguer les muscles, les tissus, etc., voire même faire des petites blessures. C'est normal, hein. C'est le principe. Pour pouvoir être plus performant, progresser, aller plus loin. Exact. Donc, du coup, il y a on a la charge d'entraînement, puis après, la courbe, elle descend parce que on est fatigué post-entraînement, ce qui est normal. Puis là, on a une phase de récupération. Généralement, on ne s'entraîne pas en permanence. Il y a un moment donné, ça s'arrête. On va dormir, ou voilà. Voilà. Puis, si vous voulez, c'est quand on respecte pas bien ces phases de récupération, et puis là, on peut y rajouter la récupération passive et la récupération active. La récupération passive, c'est le slow down, c'est le cool down, pardon. Ouais, exactement. On marche un peu, on refait un peu de vélo gentiment, enfin voilà. Puis après, il y a la récupération passive, c'est les massages, c'est le chaud, le froid. C'est pas Netflix and chill, hein, si jamais, c'est quand même faire des choses. Oui, mais... Et puis, il y a tous ces appareils complexes, bottes de récup, pistolets, etc. Et ça, c'est la récupération physique. Puis après, il y a aussi la récupération mentale. Donc, c'est dormir, c'est faire autre chose, c'est respirer, c'est méditer, c'est se relaxer. C'est tous ces outils qui vont agir sur le système nerveux. Puis ça vient rajouter de la récup. Puis du coup, la performance, elle augmente, etc. Donc, on a une ligne de surcompensation. Puis si on ne respecte pas ces phases de récupération, alors on a du surentraînement. Puis la courbe, elle va dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a des gens, je me mets dans le paquet, qui, moi, des fois, quand je me dis je suis fatiguée, je me dis justement, je vais beaucoup faire du stretching, ou j'ai le pistolet aussi, où j'essaie de faire ça. Mais en fait, je culpabilise et j'ai l'impression que c'est une perte de temps parce que je vais pas m'entraîner, ou des fois je sens que mon corps il est vraiment fatigué. Enfin, j'ai plus 25 ans aussi et j'essaie d'écouter mon corps, tu vois, de me dire là, Julie, tu vas pouvoir te laisser parce que je sens,
Mais tu vois, là, j'aurais besoin clairement d'une petite séance avec toi. Comment gérer, tu vois, ça? De dire, calme-toi, en fait. C'est pas une perte de temps. Alors, ça après, voilà, je pense que ça se travaille après aussi en individuel, dans le sens où ça dépend. Des fois, qu'est-ce qui nous amène à se sentir coupable de rien faire? Enfin, il y a plein de choses qui se jouent, je pense. C'est pas juste... Non, ouais. Voilà. Mais bon, on n'est pas là pour on n'est pas là ça. pour faire ma psychologie. Mais après, je pense qu'il y a déjà juste un facteur, c'est que la récupération... Enfin, je veux dire, c'est scientifique, c'est comme ça. C'est pas... Ouais, mais non. Ça constitue un minimum 50% de la performance. Ok, 50%. En tout cas. Ok. Mais ça, les gens, ils comprennent pas, en fait. Non. Moi, je comprends. Enfin, maintenant, je le comprends mieux parce que comme j'ai dit, comme ça, j'ai fait énormément de danse. J'ai poussé mon corps. Après, j'essaie de m'en sortir comme je peux. J'ai plus une structure professionnelle comme j'avais avant. Et du coup, je me retrouve dans ce dilemme d'avoir un boulot à 1000%, plus après, je veux continuer à performer, je veux continuer parce que la danse, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce podcast, c'est parce que je veux pas devenir chorégraphe, je veux pas ouvrir une école de danse, et c'est comme ça que j'ai envie de pouvoir continuer à être dans le sport, on va dire. Mais je suis tout le temps dans ce truc de... Il faut que je prenne soin de moi parce que j'ai plus 30 ans, j'ai 35, et puis il faut que je prenne soin de moi. Et je trouve que c'est tellement dur d'apprendre à se reposer, à se dire... c'est un équilibre à trouver, et en fait, c'est des choses à expérimenter. C'est un apprentissage. Après, c'est pas forcément comme ça naturellement. Mais on est vraiment dans ce... Scientifiquement, les études scientifiques qui parlent de la récupération, il y a un auteur qui dit quelque chose que je trouve, enfin moi, qui me parle beaucoup. C'est qu'en fait, au lieu de penser qu'il y a énormément de gens qui sont en surentraînement, puis que le problème, c'est qu'on met trop de charge, je trouve intéressant ce qu'il dit qu'en fait, le problème, c'est pas de mettre trop de charge, c'est l'absence de récupération, la sous-récupération. On parlait de ça dans l'épisode. Et ça, je trouve intéressant, en fait, parce que finalement... C'est quand même, ça reste une évidence que si on veut faire de la performance, il faut travailler, il faut pousser, il faut... La limite entre la maltraitance à son corps, mais bon, ça c'est un autre débat, mais enfin voilà, après je suis la première à l'avoir fait, mais c'est pas tant ça, c'est plutôt c'est qu'en fait on ne récupère pas, on ne s'arrête pas, on respire pas, on vient pas donner les messages à son corps et à son esprit que là maintenant c'est calme. Il y a rien à faire. On écoute. Parce que, en plus de ça, je précise encore une chose, c'est qu'un sportif, il doit dealer avec plein de paramètres, mais il doit dealer aussi avec ses pensées, ses sensations du corps, l'environnement sonore autour de lui, etc. Et ses émotions. C'est toutes des choses qui sont en permanence là. Alors, il y en a qui ont naturellement, je veux dire, voilà, ils n'ont rien besoin de faire de spécial. C'est des choses qui ne viennent pas interférer, ils ne s'arrêtent pas sur leurs émotions, leurs pensées, ça va. C'est fou, je rêverais de pouvoir faire ça. Puis, il y a d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué. Donc, du coup, le fait de faire toutes ces techniques comme la méditation, par exemple, c'est bien ça. C'est l'instant présent, c'est quoi? C'est mes pensées, c'est mon corps, c'est j'ai mal, non, ouais, mais si j'ai mal, alors mais alors ça veut dire que peut-être que, enfin, voilà. Il a fait des points, ça veut dire que je vais perdre avant. Enfin, c'est tout le temps. Puis il y a des sports, c'est plus que d'autres. Donc, s'arrêter, c'est aussi ça. C'est aussi apprendre après à dealer avec tout ça pour pouvoir faire des choix utiles à sa performance. Je pense que quand t'es jeune, peut-être que, je sais pas, mais avec les jeunes que t'as, peut-être qu'on se rend pas compte parce que quand t'es jeune, tu récupères plus vite et puis t'as tout le temps envie de faire, puis t'es tout le temps en forme. Et puis après, effectivement. Oui. Après, en même temps, moi, les jeunes que j'ai, ils sont tous fatigués, ils sont tous souvent malades et puis il y a beaucoup de blessures. Beaucoup.
Ouais. Donc, après, voilà, la blessure, elle fait partie du sport. Je pense que c'est très compliqué de faire du sport de haut niveau et pas se blesser. Ça fait un peu partie du jeu, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent éviter. Et puis, la récupération, c'est pas un truc qu'on fait comme ça parce que, ouf, là, j'en peux plus, je vais aller récupérer. Non, ça doit faire partie intégrante du planning. Ah ouais, donc c'est très bien ça. C'est pas comme par exemple moi, disons que je danse à fond pendant une semaine, et puis je vais au fit, et puis là j'ai été surfer, et puis je me dis, c'est bon, je peux encore maximiser. Là, j'ai tout le week-end de danse. Puis je me suis dit, semaine prochaine, je vais me reposer. En fait, je devrais pas penser comme ça. Je devrais plutôt... Julie, tu fais tout faux. Je devrais plutôt me dire, chaque semaine, j'ai 2 jours ou 1 jour de repos. Oui. Et c'est quoi comme repos que, si tu devais donner des conseils, quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour la récupération? Alors, les 2 principaux qui sont... Je vais surprendre personne, mais qui sont tellement importants, c'est sommeil, alimentation. Ah ouais. Mais ça, c'est la base de la base. Ouais, et on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir si on change les choses dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc ça, c'est déjà les 2 premiers. Sommeil, alimentation. Ah ouais, mais bon, ce qu'elle dit, voilà quoi. Si. Ouais, puis moi, je trouve que c'est dors bien, dors assez, et puis regarde ce que tu mets dans ton assiette. Ouais. Mais le sport, c'est tellement de sacrifices. Bon, quand je dis sport, sacrifice, moi, le sport, c'est toute ma vie. Ça m'a appris tellement. Et en fait, je parle de sacrifice, mais pour moi, c'est que des choses où j'apprends, donc c'est pas du tout négatif. Mais typiquement, quand des fois, je me fais une soirée où je dis, je fais rien, en fait, vu que je rentre pas de la danse à 23h30, je me dis, je vais me poser, je vais me stretcher, je vais manger. Et en fait, je dors pas tôt, tu vois, parce que je veux profiter de ma vie sociale. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai quand même rien fait. Mais en fait, c'est faux. Et de nouveau, il faut avoir de la rigueur et se dire, Julie, à 9h30, 10h, tu vas dormir. Et c'est magnifique. Enfin, non, mais on est tarés, les sportifs, mais je trouve ça tellement passionnant. Et moi, ça m'anime tellement le sport parce que je trouve que ça t'apprend sur toi, tu deviens plus fort. C'est un peu comme un jeu, je trouve aussi. Ok, quand est-ce que je me repose, je dois faire ça. Je sais pas si c'est pas un esprit de compétition, je pense que c'est plutôt un jeu, mais je comprends pas qu'il y ait des gens qui fassent pas de sport, tu vois, par exemple. C'est pas très bien pour la santé. Donc. Oui. C'est une recommandation de la santé, hein. De l'OMS, on est faire du sport. Oui, non, mais c'est extrêmement important. Mais pas que pour un aspect esthétique. Enfin, c'est important pour le cœur, c'est important pour les organes, c'est important pour la peau, c'est important pour la confiance en soi, pour la tête, pour tout. C'est ce que j'allais dire. Pour les relations sociales, pour tout. C'est quoi l'impact du sport sur le mental, enfin le positif, tu vois, est-ce que ça te met On parlait de ça avec toi, Déborah, hier. On disait quand t'as pas envie de faire du sport, t'y vas pas. Ou des fois, on se dit, j'ai la danse, c'est à 21h ou c'est à 20h, il faut que j'aille jusque là-bas, puis t'as pas envie. Puis au final, tu sors de là, t'as fait la meilleure session, et après, t'es tellement reboosté, t'es tellement au max. C'est quoi qui se passe dans ta tête ou dans ton corps? Déjà, quand tu fais du sport, il y a des hormones, tu libères des hormones. Tu libères de l'adrénaline, tu libères des endorphines, tu libères de la dopamine, tu libères plein de choses. Hein. Donc tout ça, c'est des shoots je sais pas, c'est des shoots de paillettes, non, je sais pas comment dire. Ouais, mais enfin, c'est ça que je ressens un peu. Mais oui, mais ça et puis c'est bien ça. Donc du coup, ça va provoquer du plaisir. Donc du coup, tu vas vouloir retrouver cet état de plaisir. Donc du coup, tu vas aller refaire du sport. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que des fois, le sport de haut niveau, après, quoique. Mais plus tu fais du sport, plus tu vas chercher du sport, plus t'en fais, plus etc. Puis que du coup, ça peut être comparé à une addiction. Oui. Et que quand il y a un arrêt du sport, pour certaines personnes, ça peut être extrêmement compliqué. Ouais. Moi, je pourrais pas ne pas faire de sport. Mais ça se travaille. Ouais. Mais il y a des gens qui sont... est-ce que ça devient facile d'être addict au sport? Après, l'addiction, c'est de nouveau, hein, je suis pas spécialiste de l'addiction, mais il me semble, de ce que je sais, c'est que c'est pas non plus tout le monde. Oui, je crois que ça doit être rare. Qui a un peu cette fragilité-là. Hein. Il y a de nouveau des choses au niveau... Après, je pense que c'est comme plus dans beaucoup de ces maladies mentales, hein, il y a quand même un aspect neurobiologique qui est très important. Hein. Après, ça fait plus on fait pas exprès d'être malade. Hein. Ah bah non, heureusement.
Ouais, je pense que dans la tête des gens, c'est mais pourtant t'as tout, et puis t'es en dépression, mais que je comprends pas. Regarde ta vie, ta fille, ta ci, ta ça. Ouais. Mais c'est pas si simple. On fait pas exprès d'être en dépression. Ouais. Enfin, est-ce que l'addiction c'est plus aussi peut-être, enfin, je sais pas, hein, je lance ça comme ça et c'est juste ce qui me vient, mais des fois quand je trouve dans le fitness, les gens avec l'esthétique tu vois, le sport esthétique, j'ai l'impression qu'il y a là beaucoup d'addiction, parce qu'après, est-ce que ça va pas dans la dysmorphophobie? Ouais, voilà, j'arrive pas à le dire. C'est ça, hein. Ça peut. Ça, c'est quand tu te vois pas comme tu es. Oui, l'apparence. C'est ça. Ouais, puis il y a trop de. Il n'y a pas assez de muscles, puis il y a toujours ce rapport avec la graisse, la muscle et l'image, effectivement. Ça, c'est assez fréquent. Ouais. Non, mais ça arrive, bien sûr. Mais c'est différent de, par exemple, l'anorexie. Enfin, là, je n'arrive pas à dire ce mot. Dysmorphophobie. Ouais, voilà, exactement. Oui, c'est différent. C'est pas la même. C'est en relation spécialement avec le sport, ça? La dysmorphophobie. Ouais. Ou pas? Vu qu'il y a une préoccupation extrêmement massive sur l'apparence et sur tout le muscle, forcément pour avoir plus de muscles, il y a un rapport à l'activité physique et à certaines prises de substances. Ouais. Ok. Mais donc voilà, je pense qu'il y a vraiment tout un équilibre à trouver entre. Puis c'est pour ça que c'est important de continuer de faire d'autres choses d'avoir d'autres sources de plaisir à côté de son sport, de pouvoir s'épanouir dans d'autres domaines, de garder un lien social avec des gens, de rester impliqué dans sa famille, si on a une famille. De pas trop t'enfermer dans ton sport. Le risque, il est là, en fait. C'est quand il y a tout qui commence à tourner autour de l'activité physique, que toute la... Après, oui, toute la vie familiale va tourner autour de l'activité physique parce qu'il faut amener, il faut ci, il faut ça. Donc, il y a un bout de ça. Mais quand le sportif, il en vient à plus voir ses amis parce qu'il faut aller s'entraîner et puis qu'il coupe le lien avec sa famille et puis qu'on entre puis qu'il continue de s'entraîner malgré qu'il y a une blessure et puis qu'il sait que ça lui fait pas du bien pour sa santé, etc. Ouais. Là, ça commence à être vraiment problématique. Je viens de rencontrer, là j'étais au Maroc pendant une semaine pour surfer et j'ai rencontré tout un groupe dont un qui était beaucoup de sport, vraiment, sa vie tourne autour de ça, mais un peu comme nous ici. Hein. Et lui, par contre, il s'entraînait pour le triathlon. Et en fait... très compétitif et il a dit pendant un an il s'est entraîné mais un truc comme 30 à 40 heures par semaine et en fait il a dit au bout d'un an je voyais tellement plus mes amis qu'il a arrêté en fait parce que ça demande tellement de soi en fin de compte. Mais c'est encore une fois je trouve que c'est tellement dur l'équilibre et heureusement qu'il y a des gens comme toi et que même quand t'es athlète et justement, t'as d'autres dilemmes, d'autres enjeux que quand t'es amateur. Mais je pense même nous, quand on est amateur ou semi-pro, on a notre vie de tous les jours à gérer, surtout en Suisse où il y a des sports qui sont moins développés. Enfin, bien sûr. On est un peu en mode, c'est quoi ton vrai métier? Enfin, moi, on me dit toujours ça. Enfin, quand je voulais faire de la danse, on me disait, mais il faut que tu aies un vrai métier. Ou puis maintenant, c'est ce que je dis. Je dis, j'ai un métier, mais j'ai une deuxième vie à côté. Et moi, je travaille pour ça, je peux gagner de l'argent pour ça. Je suis dans des compagnies et puis j'ai deux vies en fait, mais c'est tellement fatigant. Et puis il faut. Sinon on aurait, je sais pas si on pouvait mener deux vies en même temps, on n'aurait pas des journées plus longues. Je rêverais d'avoir des journées plus longues. Je ferais une très bonne patiente chez toi, je pense. Parce que moi c'est ça, j'aimerais avoir des journées plus longues. J'ai de la peine à me reposer. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut aussi comprendre peut-être. C'est qu'il n'y a pas besoin de chaque jour prendre 2 heures de son temps pour... Alors d'abord, il faut que je fasse un peu de méditation. Ensuite, il faut que je fasse une relaxation. Ensuite, il faut que je fasse mon imagerie mentale. Ensuite, ça me prend 2 heures et puis j'ai pas le temps. Puis du coup, je fais pas. Ouais, c'est un peu ça. Il peut suffire de prendre des quelques minutes par-ci, par-là dans la journée, de prendre... d'avoir juste ces bulles. Ouais, ces bulles comme ça. En les intégrant à son planning. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Parce que l'entraînement mental, c'est un entraînement. Ouais.
Enfin, c'est pas un truc qui vient comme ça. Ouais, c'est un entraînement. Ouais. C'est la méditation, hein, même voilà, toutes les études dans les livres, c'est pas. C'est un entraînement. Mm-hmm. C'est une pratique à mettre en place, à entraîner et à se familiariser sur le long terme. Mm-hmm. Le mental, c'est la même chose. Ouais. Donc en fait, il faut apprendre, parce que c'est un apprentissage, vu qu'on ne nous apprend pas ça depuis tout petit, que ce sont l'entraînement mental, l'entraînement au bien-être, l'entraînement au calme, c'est un apprentissage. Ouais. Très intéressant. Mais au même titre qu'on va s'entraîner pendant 2 heures à faire 25 fois le même geste, on ne se pose pas la question si c'est chouette ou pas, on le fait. Bah, le mental, c'est la même chose. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Ouais, ça ne sert à rien. Hein. Ouais. Ça ne sert à rien du tout. Puis ce qui est compliqué, c'est c'est difficile de mesurer les résultats. Ouais, parce que c'est propre à chacun. On ne peut pas calculer, on ne peut pas chronométrer. Donc du coup, c'est une espèce de sensation, c'est des perceptions. C'est en fait, finalement, on regarde en arrière et on se dit « Ah ouais, peut-être j'ai été moins malade l'hiver passé. » Mais en fait, on ne sait pas trop si c'est ça ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est important de pouvoir toujours avoir du plaisir. Je pense que du moment aussi qu'on commence à continuer de s'entraîner, puis qu'on se pose des questions, qu'on n'a plus de plaisir, que c'est compliqué d'y aller, qu'on a beau s'entraîner mais qu'en fait on performe plus, c'est qu'il y a un souci. Ouais, d'ailleurs c'était une de mes dernières questions pour cette première partie, c'est justement comment est-ce qu'on peut toujours garder du plaisir dans son sport. Tu vois, est-ce qu'au moment où t'as une petite démotivation et que t'as plus de plaisir, oui, ça te redonne, mais comment garder ce plaisir? Avant, tu parlais, il faut faire aussi d'autres sports, peut-être un peu être éclectique. Comment garder le plaisir tout le temps? Je pense pas qu'on puisse avoir tout le temps du plaisir, être tout le temps motivé, être tout le temps bien, tout le temps performant, tout le temps de bonne humeur. Enfin, au contraire, je pense qu'il faut peut-être déjà apprendre à accueillir les moments où c'est moins bien, être d'accord et bienveillant avec ces jours de démotivation. Mais non, mais moi c'est tellement dur. Mais ça c'est mon problème personnel. Mais séance. Je pense que du moment qu'on dit ok, aujourd'hui je suis moins motivée, puis qu'on prend conscience de ça, puis qu'on est d'accord de l'accueillir et de faire avec, du coup on va décider qu'est-ce que je fais de cette démotivation. Bon je fais rien, j'y vais pas. Puis demain, ce sera OK. Ou alors, on dit, je fais autrement. J'entraîne autre chose. Autrement. Pas avec une autre intention, avec un autre objectif. C'est ça, en fait. Puis du coup, on fait de la place à cette démotivation. Mais on n'est pas... On a choisi d'en faire quelque chose. Je sais pas comment... Oui, c'était clair. Quand ça vient de toi, tu vois, si dans mes moments où justement je suis démotivée puis où je sens que j'ai besoin de me reposer, si j'avais ta petite voix, tu vois, vraiment un message vocal que tu pourrais me faire, que je pourrais me passer, et ça me passe. Mais je trouve que seul c'est des fois difficile parce que comme tu dis, tu dois fighter avec toi-même, tu dois fighter avec le regard des autres aussi qui disent ah toi tu vas pas à l'entraînement, puis toi t'es là non, pas aujourd'hui où je me sens pas. Mais c'est ça qui fait toute la différence avec les pros. Ouais. Ceux qui arrivent parce qu'ils sont dans cette écoute-là. Ils ont appris. Ouais. Ceux qui durent, ceux qui vont bien, ceux qui sont... écoutés. Bah oui. Mais il y en a plein, des témoignages de grands sportifs qui ont appris, qui ont compris. Ouais. Du coup, c'est tout de suite plus agréable. Et donc, du coup, on garde son plaisir. Et puis, le plaisir, c'est d'être focalisé, de se défocaliser du résultat, d'être dans la tâche, d'être dans la progression, dans la comparaison à soi et pas aux autres. Du coup, on est moins stressé, donc on a plus de plaisir, on est plus confiant. De se mettre des objectifs petit à petit, de regarder ce qui va bien, de faire créer un journal positif, de se focaliser sur les belles sensations. Puis pas... Parce qu'en fait, des fois, on peut se dire je sais pas, non, c'était pas bien ce soir, c'était un mauvais entraînement, enfin voilà.
Parce qu'on n'a pas marqué, parce qu'on a... c'est toujours en lien avec le résultat. Ouais. Mais en fait, on s'est super bien marré, on a bien rigolé, le coach nous a fait un compliment, parce que je sais pas, c'est ça le plaisir aussi du sport. Donc, c'est comment on navigue en fait en plein de paramètres. Parce que la performance, c'est plein de paramètres qui se réunissent. C'est pas que le résultat, comme tu dis, c'est aussi la progression. Surtout pas. 2-3 fois, moi, j'ai essayé. Comme je t'ai dit, c'était très handicapant pour moi parce que j'ai souvent eu cette culpabilité des fois de m'écouter et puis de me dire Julie, tu peux pas travailler à 1000 et puis après aller au sport, donc de me dire ok, j'y vais pas ce soir, c'est pas grave. Puis au final ça me pesait, puis après j'étais là je peux plus continuer comme ça, donc je me disais aujourd'hui je suis fière, je me suis écoutée, j'ai pas été et je me suis écoutée, je vais aller me reposer et puis c'est très bien, toujours trouver le positif en fin de compte. Oui, et puis du coup on aura plus de plaisir à y retourner demain. Ouais. Parce qu'on s'est reposé, parce qu'on a la tête libérée, parce que on a vu un ami, parce que puis du coup le lendemain c'est bon, c'est mieux. Mais voilà, après c'est bien sûr que si on fait un super résultat, qu'on gagne la compétition, bien sûr qu'on va être boosté. Mais je me rappellerai toute ma vie d'un jour, c'était je vais pas le nommer, peut-être que s'il écoute cet épisode il se reconnaîtra, mais c'est un ancien athlète. Cette fois champion du monde de vélo sur le truc comment ça s'appelle, qui est en pente là comme ça. Ouais, il y a Lucé, il y a vélo sur piste, je sais plus le nom exact. Enfin bref. Maintenant il fait plus Puis il disait donc cette fois champion du monde et puis il disait pour moi ce qui était le plus difficile, donc lui son leitmotiv c'était gagner. Lui il faisait du sport pour gagner. Puis, il disait le plus dur, c'était de gagner. C'était pas de perdre. Parce que quand tu gagnes, il faut continuer de gagner. Il faut continuer de gagner, ouais. Il faut toujours être... ouais. Donc, voilà, c'est pas source toujours que de... Ouais, trop bien, j'ai gagné. Non, c'est vrai. Nous, on n'a pas... Enfin, je ramène juste ce sentiment à une anecdote à moi, mais... Enfin, je sais pas ce que tu penses, Déborah, mais dans la danse, tu sais, il y a souvent, à la fin, maintenant... C'est très à la mode, il y a des groupes, mais ça c'était beaucoup aux États-Unis avant. Quand j'allais déjà il y a 10 ans, ils disaient à la fin, toi, t'es choisi. Puis quand t'es choisi, t'es trop content. Mais après, t'as cette pression de dire, j'ai été choisi, donc il faut que je sois au max du max. Et puis après, toutes les autres fois, si t'as été prise 2-3 fois, si t'es plus dans le groupe, les gens ils notifient, puis ils sont là, tu vois, elle a pas été prise. Et moi, ça a été tellement dur pour moi à gérer ça. Et je disais, j'ai été suivie par une psy aussi. Et puis du coup, elle me disait, il faut que vous appreniez à que c'est pas grave. C'est pas parce que vous avez été choisi à ce moment-là, c'était peut-être cette fois, mais peut-être que la prochaine fois, c'est pas grave en fin de compte. Donc comme tu dis, je pense que ça doit être encore pire de tout le temps gagner et puis ils s'attendent à tout le temps que tu gagnes. Enfin là, il y a par exemple dans la F1, c'est il y a longtemps pour ceux qui parlent de F1, mais Lewis Hamilton, il a gagné, puis maintenant c'est Max Verstappen, et puis en fait, maintenant il est en bas. Je me suis toujours dit, purée, pour lui, ça doit être tellement dur de gérer à tous ces gens qui disent, maintenant il est que 7e, et puis il n'arrive pas à remonter, donc... Après, le mental doit être fort, je pense. Oui, et puis ça dépend, je pense, aussi de ton équilibre de vie, de ce que tu as à côté, du sens que tu mets dans d'autres choses, dans d'autres projets. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres, ça c'est clair, il y a plein d'exemples des deux côtés. Mais parfait, du coup pour la deuxième partie, on parlera justement des petits outils, comment pouvoir mettre ça en place. Est-ce que pour finir ce premier épisode, tu voudrais donner tes contacts pour les gens qui ont envie de te contacter, de venir pour une petite séance, comme je pense que je vais faire dans la foulée cette semaine. Je sens que ça a ouvert des portes là. Ok. Alors, mon cabinet, il est dans le centre sport-études, en fait, j'ai mon bureau là-bas, qui c'est route des Plaines du Loup 7A 1018 Lausanne. Okay. Mais c'est vraiment... des fois, le GPS, il ne l'amène pas au bon endroit. Alors... non. Débrouillez-vous. Cherchez un feuille. Ouais, mais il faut m'appeler ou m'écrire un mail. Ce sera plus simple, je vous expliquerai. Mon numéro de téléphone, je dois donner ça. C'est, où les gens peuvent se contacter si ils veulent prendre rendez-vous. 078 693 03 43. Et puis mon mail, c'est info@
ophélieschneider.ch. Donc, tout lié en minuscules. Je mettrai aussi dessous, comme ça les gens ils pourront te contacter. Et puis, même si tu dis que ton site n'a pas été refait, allez voir son site parce que je trouve qu'on trouve quand même tous les sujets et tout ce que tu abordes et c'est super intéressant. Donc, merci beaucoup de ce temps pour ce premier épisode. Je vous invite du coup à aller voir tout ça, d'écouter l'épisode qui va suivre. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. J'ai vraiment envie de pouvoir continuer à avoir plein de personnes intéressantes comme toi pour nous aider. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand vous écoutez ça, ou au sport peut-être, ou peut-être dans votre période de récupération. Je pense que ça c'est un bon tips. Écoutez cet épisode pendant votre récupération, ça marchera très bien. Et voilà, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!